en équilibre sur sa planche de paddle ou de wing foil? Où sont les meilleurs spots en France pour voler sur les vagues? La réponse, c'est tout de suite avec nos deux invités. Gaëlle Perret, bonjour. Je vais vous proposer de prendre votre micro. Bonjour. Si on peut avoir un deuxième micro, ça sera encore mieux, mais avec un, on va faire aussi avec. En tout cas, Gaëlle Perret, vous êtes maîtresse de conférence à l'université Le Havre-Normandie et vous êtes chercheuse au laboratoire Ondes et Milieux Complexes, où vous êtes notamment une spécialiste de l'interaction de la houle avec les structures installées en zone côtière, typiquement des mâts d'éoliennes. À vos côtés, Tom Aubert, bonjour. Bonjour. Vous êtes ambassadeur sportif de la communauté urbaine du Havre. Vous pratiquez le stand-up paddle et le wing foil à haut niveau, deux disciplines dont vous avez occupé le top 10 mondial à plusieurs reprises et dont vous êtes champion de France et champion d'Europe avec l'équipe de France. Et vous êtes par ailleurs officier de la marine marchande. Et je constate que vous avez bien un micro, il est juste un peu plus discret. Avec vous, nous allons donc parler vagues de la façon la plus concrète qui soit, puisque Gaëlle Perret, vous êtes notamment venu avec un certain nombre de dispositifs expérimentaux, tel ce bassin avec lequel vous allez tout simplement faire des vagues. Quant à vous, Tom Aubert, eh bien, vous nous apporterez le témoignage d'un praticien, celui d'un dompteur de vagues. Et pour commencer, eh bien, je vous propose de fixer un certain nombre de définitions afin que nous voyions bien de quoi il s'agit. Gaëlle Perret, vous êtes physicienne et vous allez nous expliquer, vous allez nous montrer ce qu'est une vague. Tout à fait. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une vague? En fait, je vais vous montrer avec cette installation. Voilà. Donc, on a ici un bassin à vagues. Alors, on a un batteur qui génère des vagues. Et une vague, c'est une onde, en fait. Une onde, donc, c'est la propagation d'une perturbation de la surface libre. Alors, comme toutes les ondes, elle a certaines caractéristiques. Donc, on a des caractéristiques spatiales qui vont être la distance entre deux crêtes, par exemple, que vous voyez là, qu'on appelle la longueur d'onde. On va avoir une caractéristique, une amplitude. Donc, c'est la hauteur, la distance entre la crête et le creux, qui est définie ici. Et puis, si on imagine qu'on a un capteur dans ce bassin, on va avoir une évolution temporelle de l'onde. C'est-à-dire que là, si je mets un capteur, je vais avoir un temps entre deux passages de crête, et ça va être la période. Voilà. Alors là, je peux faire varier la période, par exemple. Donc, à cette période-là, j'ai une certaine distance entre les deux crêtes. Si maintenant, j'augmente un petit peu la fréquence, donc je vais diminuer la période. Donc, je vais avoir une période plus petite, une distance entre deux crêtes qui est plus petite, donc une longueur d'onde qui est plus petite. Alors, une autre caractéristique de ces vagues... Oui, est-ce qu'on peut basculer voilà. Il faut qu'on bascule périodiquement, effectivement, entre la vidéo et la présentation. Une autre caractéristique donc, qui est notamment importante pour la pratique du surf, par exemple, ou des pratiques de glisse, c'est la vitesse de propagation des vagues. Donc, c'est la vitesse à laquelle cette perturbation, elle va se déplacer. C'est ce qu'on appelle la célérité de l'onde. Alors, cette célérité, elle dépend de la profondeur d'eau. Donc, elle ne va pas être la même en fonction pour une période donnée. Voilà. Pour elle, je peux remettre... Non. On peut revenir en arrière un petit peu. Donc pour revenir en arrière, est-ce que c'est c'est avec votre boîtier, je crois, hein, Gaëlle? Oui, c'est ce que j'essaye de refaire. Mais... Bon. Vous vouliez résumer les différents paramètres, c'est ça? Grave. Mais donc je vais le faire comme ça. Donc en fait, cette vitesse de propagation, elle va dépendre de la période. Et elle va dépendre de la profondeur d'eau. On verra plus tard. Donc la période, c'est-à-dire la distance entre deux crêtes, c'est ça? La période, c'est le temps. C'est le temps. Donc c'est le temps entre deux passages de crêtes. Voilà, exactement. Et ça ne dépend pas, en revanche, de la distance entre les deux crêtes? Si, aussi, parce que les deux sont liés. On l'a vu, si je change la période, je change la distance entre deux crêtes. Très bien. Donc si je change la période, je change la longueur d'onde, je change la vitesse de propagation. Entendu. Et peut-être une dernière chose, si je peux, on a une autre vitesse qui est aussi importante dans ces phénomènes-là. C'est si je mets un petit flotteur là dans mon bassin à houle, et le petit flotteur il va pas avancer à la même vitesse que la vitesse de la perturbation. D'accord? Alors il avance quand même un petit peu, mais je peux baisser un petit peu ici. Voilà, donc je vais avoir une période qui est un petit peu plus grande.
Et donc, si je mets le petit flotteur, il a plutôt un mouvement, il reste quasiment sur place. Voilà. Et donc, typiquement, il ne surfe pas, lui. Lui, il ne surfe pas. Nous verrons tout à l'heure comment s'y prendre pour y arriver. Voilà. Donc voilà pour les paramètres qui caractérisent une vague. On va les utiliser pendant toute cette présentation. Et avant, Tom Aubert, eh bien, je vous propose de nous présenter les différentes activités nautiques auxquelles vous vous livrez. Vous avez amené du matériel, on a des vidéos, peut-être qu'on peut commencer par ça. Vous êtes pratiquant de stand-up paddle et de wingfoil. C'est ça. De quoi s'agit-il? Voilà. Alors le stand-up paddle, voilà, là on l'a en vidéo. Donc là c'est du stand-up paddle un peu particulier parce que c'est sur un foil. Donc le stand-up paddle, c'est cette longue planche de surf avec une pagaie qui est apparue il y a maintenant une vingtaine d'années. Et depuis l'apparition du foil... le foil, c'est cet appendice. Hein, voilà, le foil, c'est cet appendice qu'on voit ici. Donc c'est toute cette partie, donc voilà ce qui part de la planche et ce qui va jusque là, c'est l'avion et le mât. C'est composé d'un mât et d'un avion. Donc l'avion... C'est ça exactement, donc voilà, parce que ça a la forme d'un avion, une aile avant qui est porteuse et une aile arrière plus petite qui s'appelle un stabilisateur qui nous permettent de voler sur le plan d'eau et par rapport à une planche classique qui vont réduire les frottements et nous permettre d'aller plus vite et d'évoluer différemment en général. Donc ça c'est la planche de stand-up paddle. Voilà, donc ici on a une planche de stand-up paddle, foil du coup, donc, qui est comme une planche de surf. Plus longue, plus fine, avec un peu plus de volume, voilà, mais sinon les caractéristiques sont un peu similaires à une planche de surf, donc sur laquelle on va ramer pour prendre de la vitesse à l'aide. Donc on va prendre notre vitesse à l'aide de la pagaie, de nos coups de pagaie, mais aussi de la houle et des vagues sur le plan d'eau. Qui ensuite vont vous projeter, qui vont nous permettre d'atteindre qui vont nous permettre d'atteindre une vitesse cible à laquelle le foil va avoir le phénomène de portance qui va opérer. On l'abordera plus tard grâce à notre petit bassin. Et une fois en l'air, voilà, comme sur la vidéo, là, on ne va plus avoir besoin d'utiliser la pagaie, on va juste évoluer sur le plan d'eau en surfant les ondes pour garder notre vitesse et notre portance. Donc ça, c'est la marine à rame, mais il y a aussi la marine à voile. Ça, c'est le wingfoil. Exactement. Donc ça, c'était le stand-up paddle foil, comme on l'a en vidéo ici. Et voilà, pour ma part, j'évolue aussi en wingfoil, donc sur des planches plus courtes. Mais cette fois, on aura une voile dans les mains, une petite voile avec une structure gonflable. Peut-être qu'on a une vidéo. Voilà, exactement, comme ici. Donc cette voile, elle nous permet de déplacer, d'atteindre la vitesse, une fois de plus, la vitesse cible pour faire décoller le foil, avoir l'effet de portance. Et après ça, on va pouvoir aller surfer des vagues ou se déplacer sur le plan d'eau, faire de la vitesse, des figures. Et voilà, on va exploiter les vagues, la houle différemment, mais le principe de fonctionnement du foil en lui-même reste le même. C'est d'accélérer dans un premier temps pour atteindre une vitesse qui génère un phénomène de portance sur le foil. Et puis ensuite, on est libre de faire ce qu'on veut sur le plan d'eau. Alors, justement, ce qu'on va essayer de comprendre maintenant, ce que vous allez nous expliquer maintenant, Gaël Perret, c'est comment on peut voler avec ce type d'engin. Voler, c'est plutôt associé aux avions, mais les engins nautiques volent aussi. Gaël Perret, dites-nous comment. Oui, alors en fait je vais vous faire une petite démonstration. Donc on a un mini foil ici qu'on a mis dans notre canal. Et donc si je tire à une certaine vitesse, alors si je le déplace doucement, peut-être, voilà, vous allez voir, il décolle un petit peu, mais je pourrais le déplacer doucement et qu'en fait il décolle pas tout de suite. Il faut quand même une vitesse minimale pour qu'il décolle. Et donc là, si je le tracte, ce qui voilà, vous allez voir qu'assez vite, il décolle très très rapidement. Je peux vous le refaire peut-être une deuxième fois. Alors, je peux peut-être baisser un petit peu. Voilà. Donc, c'est assez magique. Je sais pas si c'est comment ça marche? Alors, comment ça marche? C'est vraiment le même principe que les ailes d'avion. Si on imagine qu'on prend une tranche, enfin qu'on regarde la coupe. Qu'on a des images de ça. Ah oui, si c'est possible de rebasculer. Maintenant qu'on a vu que ça volait en vrai. Donc, si on imagine qu'on prend une coupe là, du foil, alors ça pourrait être quelque chose qui ressemble un petit peu à ça, sauf qu'il est cambré. Alors peut-être on peut voir sur en vrai ce que ça donne.
Voilà, donc on a un profil un petit peu comme ça, et sur le côté, on a quelque chose qui est un petit peu cambré. Donc en fait, quand le foil va avancer dans l'eau, on va avoir une déviation, en fait, des lignes d'eau derrière, et ça crée une... voilà. Donc c'est une représentation un peu de l'écoulement qui est autour du foil. Ça crée une survitesse sur le dessus et une dépression. Donc une dépression, c'est une aspiration. Ça veut dire que ça crée une force qu'on appelle la force de portance, qui va venir aspirer le foil et qui le fait se lever. C'est vraiment le même principe que les ailes d'avion. Cette force de portance, ça va être proportionnelle à la vitesse au carré. Plus on va vite, plus la force est importante. Elle dépend aussi de l'angle d'inclinaison du foil en fonction de sa direction. Et du coup, plus on s'incline, plus le foil va s'incliner, plus la force de portance va être importante. C'est ce qu'on appelle l'angle d'incidence. Voilà. Donc c'est aussi pareil, même principe que les ailes d'avion. Plus on incline et plus on a une force importante. Et c'est parce qu'elle est proportionnelle à la vitesse au carré, en tout cas elle a une dépendance dans la vitesse, qu'à une certaine vitesse, elle est assez importante pour soulever l'objet. Exactement, pour contrebalancer le poids du surfeur. Et l'intérêt, donc Tom Aubert, de pouvoir comme ça s'élever au-dessus des vagues par rapport à une planche qui ne le permet pas, qui simplement glisse sur l'eau, c'est quoi? C'est d'aller plus vite? Alors ouais, le but est d'aller plus vite, mais aussi d'exploiter des conditions qu'on ne pouvait pas exploiter auparavant avec des planches classiques, des planches de surf, des planches à voile, de kitesurf, qui ont plus de frottement. Là par exemple, depuis l'apparition du foil, alors avant, avec un surf classique ou une planche à voile, on pouvait surfer des vagues, mais déferlantes uniquement. Maintenant, grâce au foil, on arrive à surfer des ondes, donc en fait des vagues qui sont au large, qui déferlent pas, et qu'on exploitait très peu avant avec les supports un peu plus anciens. Maintenant, avec le foil, on arrive à aller là-dedans et les utiliser pour aller plus vite, et pratiquer quelque chose de différent, mais toujours sur le même plan d'eau, mais on apprend à apprivoiser les éléments d'une manière différente. Qu'est-ce qui empêchait de surfer ou d'utiliser ces vagues du large, celles qui ne déferlent pas, avec des engins plus classiques? Alors au large, en fait, la houle, généralement, elle est orientée dans le sens du vent, donc déjà c'est quelque chose qui fait qu'avec une planche à voile, ça va être plus difficile à exploiter, alors que quand elle arrive au bord, généralement la vague elle est détournée, donc du coup elle va être mieux orientée par rapport au vent. Ça c'est un des caractéristiques, mais il y a aussi le fait qu'au large il y a plus de fond, donc l'onde elle se propage plus rapidement, comme on l'a expliqué avec le petit canal ici. Et pour aller plus vite, et ces petits engins ils nous permettent d'aller justement plus vite, à la vitesse, de se caler à la vitesse de cette houle et de se déplacer avec elle. Avant, vous étiez un peu dans la situation de ce petit bouchon qui voyait passer les trains d'ondes, mais qui n'arrivait pas à monter dessus. C'est ça. Bon, on était quand même un peu plus rapide que lui, mais voilà, c'est ça. En gros, l'idée, c'est qu'avant, on avait une planche qui se déplaçait très rapidement. Aujourd'hui, le record du monde à la voile, il est quand même... les gens vont encore très vite sur des planches classiques, mais le foil nous permet d'atteindre des vitesses plus élevées, plus rapidement, parce que vu qu'il y a moins de frottement, on accélère beaucoup plus vite. Et une fois en l'air, on a aussi besoin de moins d'énergie de la part du vent ou de nous-mêmes pour se déplacer, vu qu'avec notre inertie, juste notre inertie corporelle, en fait, par exemple sur un stand-up paddle foil, une fois qu'on est sur l'onde, l'inertie de notre corps, plus la poussée de la vague, nous permet de continuer à évoluer comme ça pendant des centaines et des centaines de mètres. En tout cas, l'important est d'arriver à monter sur la vague. Et Gaël Perret, vous allez nous expliquer quelles sont les conditions qui rendent possible le fait de surfer, d'avancer avec la vague et non pas simplement la laisser passer devant soi. Oui, donc en fait, pour un physicien, surfer, ça veut dire qu'il faut que alors imaginons que ce soit mon bouchon par exemple, ou ce qu'on appelle nous une particule fluide, les éléments d'eau qui sont dans la colonne d'eau. Il faut qu'ils aient une vitesse assez proche de la vitesse de propagation des vagues. Alors je peux peut-être remettre un petit peu... Oui, on ne peut pas avoir les deux en même temps. Donc il faut que là, l'onde se propage à une certaine vitesse de propagation C, et il faut que la particule fluide, enfin le bouchon, il y a une vitesse qui soit assez proche de cette onde-là. Et une fois qu'il est assez proche de cette onde-là, et qu'il est sur la face avant de l'onde qui déferle, de la vague qui déferle, alors il subit une augmentation de la vitesse, il peut être poussé par cette vague. S'il n'a pas atteint cette vitesse de propagation suffisante, s'il n'a pas une vitesse suffisante, en fait c'est comme le bouchon tout à l'heure, la vague elle passe et lui il n'arrive pas à la prendre entre guillemets. Donc c'est le principe de ramer pour le surfeur ou au début peut-être de mettre un peu une vitesse minimale avec la pagaie ou avec la wing
pour atteindre cette vitesse minimale, une fois qu'on a atteint cette vitesse minimale, en fait, on peut être embarqué par la vague. Donc là, vous avez la vague qui passe et le bateau, il est poussé par la vague. Il a atteint une vitesse, il arrive à être poussé par cette vague. S'il n'a pas cette vitesse suffisante, la vague, elle passe et la vague est ratée. Alors ça s'explique parce qu'une vague qui déferle, en fait, et ben, au moment où elle déferle, l'eau qui est juste là, qui est à la pointe ici, elle va plus vite que la vitesse de propagation de la vague. Donc c'est pour ça qu'elle se brise, c'est pour ça qu'elle se renverse. C'est parce que c'est comme si mon bouchon, au moment où elle déferle, et ben, le bouchon il va plus vite que la vague elle-même. Donc ça renverse la vague et elle déferle. Et donc c'est cette vitesse-là qu'il faut arriver à atteindre et qui nous permet d'être poussé par la vague. Et l'accélération ici, qui est dans cette partie-là de la vague, du coup devient plus importante et nous permet d'être poussé en avant. Ça, c'est le principe du surf. Donc si on regarde un petit peu sur les schémas d'accélération, toute la zone qui est en jaune ici, c'est les zones où l'accélération va être importante. C'est les zones où on a le maximum d'accélération. Donc le surfeur, s'il veut surfer sa vague, il a intérêt plutôt à être dans la partie jaune, pour avoir une accélération maximale et à y rester pour être poussé par la vague. Alors avec le foil, après, une fois qu'on a atteint cette vitesse, on peut la dépasser et aller au-delà. Mais un surfeur classique, il est obligé, parce que les forces de frottement sont trop importantes sur l'eau, et s'il veut prendre la vague, il faut qu'il reste plutôt dans cette zone-là de la vague qui déferle. Et est-ce qu'on est obligé pour surfer, alors il me semble que non, parce qu'on l'a vu sur les vidéos, d'être sur une vague déferlante, ou est-ce qu'on peut en principe surfer sur tout type de vague ? Sur ce schéma, on a l'impression que c'est uniquement les vagues déferlantes qui le permettent. Pour un surfeur classique, je dirais que oui, il faut qu'il atteigne de toute façon au moins cette vitesse de propagation de la vague. Et il faut que lui-même il ait une vitesse qui soit proche de cette vitesse de propagation de la vague. Ce qu'on n'a pas quand on a une vague qui n'est pas déferlante. Mais si on imagine un surfeur qui serait au large, où ça ne déferle pas, est-ce qu'il pourrait en ramant atteindre la vitesse de la houle qui passe et puis surfer un temps sur cette houle-là ou pas du tout ? Il faut qu'elle soit un minimum cambrée, je pense. Tom Aubert, en termes d'expérience... Voilà, en fait, on va dire qu'un surfeur, c'est la discipline dans laquelle on a le moyen propulsif le plus faible. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il faut avoir une projection de la part d'un élément extérieur pour atteindre une vitesse suffisante pour justement surfer la vague. Et donc, cet effet de projection, le surfeur, il va l'obtenir grâce au déferlement de la vague. Et c'est pour ça qu'un surfeur, il va avoir besoin d'une vague qui déferle, comme c'est illustré ici, plutôt qu'un pratiquant sur foil qui va lui avoir un outil qui va lui permettre justement d'accélérer, de se rapprocher de la vitesse de cette vague, de cette onde, et de pouvoir la surfer même si elle ne déferle pas. Donc pour répondre à votre question, un surfeur il ne peut pas surfer une vague au large, par contre il peut surfer une vague au bord, qui est très creuse, plus puissante, c'est là l'avantage du surf. Et par contre, le foiler, lui, peut aller surfer la vague au large, et s'il se rapproche au bord, c'est possible, mais c'est plus compliqué pour lui parce que la vague va très vite et voilà. Donc, quand on est uniquement avec la force de ses bras, on va bénéficier avec la déferlante d'une espèce d'effet de fronde d'accélération, une force qui permet de le pousser. Alors, on vient d'évoquer les vagues déferlantes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer maintenant, Gaël Perret, quelles sont les conditions qui permettent à une vague de déferler ? Elle déferle sur le bord, au large, c'est moins souvent le cas, sauf en cas de forte tempête. Voilà. Pourquoi, comment les vagues déferlent-elles ? Oui. Alors, en fait, donc on a vu un petit peu quand la vague elle se propage donc du large à la côte, elle va rencontrer une profondeur d'eau qui diminue. Qui dit profondeur d'eau qui diminue, dit que la longueur d'onde va diminuer. Donc la distance entre deux crêtes, elle va raccourcir. Mais aussi, on va avoir un phénomène l'amplitude de la vague, donc la hauteur de la vague, va augmenter. Le grand H, qui est la distance entre la crête et le creux, elle va augmenter pour conserver l'énergie de la vague. Et du coup, elle augmente, la longueur d'onde diminue, l'amplitude augmente, ça devient très très cambré et on arrive dans des conditions qu'on a vues tout à l'heure, que la vitesse des particules fluides devient plus grande que la vitesse de propagation de la vague elle-même, elle se renverse et elle déferle. Donc, en fait, il existe différents types de déferlements. Qui dépendent essentiellement de la pente de la plage, donc la pente dans ce qu'on appelle de la bathymétrie, la forme du fond marin.
à l'approche de la plage, et qui va dépendre de ce rapport entre l'amplitude de la vague et la longueur d'onde, donc la distance entre deux crêtes. Donc, on a représenté dans un graphe les différents types de déferlement. Donc le surfeur, lui, va privilégier ce type de déferlement-là, le surfeur classique. Le foil peut s'affranchir de cette contrainte. Mais du coup, on ne va pas avoir, en fonction des différents spots, des différents types de plages, on ne va pas avoir les mêmes types de déferlement partout sur tous les spots de surf. Où il y a des endroits qui vont être privilégiés pour la pratique du surf, qui ont la bonne pente et les bonnes vagues qui arrivent majoritairement sur ce site-là, et puis d'autres qui ne vont pas être très propices. Par exemple, le Havre n'est pas très propice pour la pratique du surf classique. Donc, pour rester dans la thématique générale sur les épaules des géants, qui est l'équilibre, on voit qu'il faut un équilibre assez subtil entre les différents paramètres pour avoir des bonnes vagues, quoi. Oui, alors l'équilibre, il va se jouer plus sur la pratique du... Je parlais d'équilibre entre les paramètres qui caractérisent la plage, oui. Les vagues. Oui, oui, ça va être vraiment l'équilibre entre la pente et les conditions de vagues qui arrivent. Alors, on peut peut-être rapporter ça à quelques... Non, oui, si, on va tout à fait y venir, on peut le faire maintenant, absolument. Puisqu'on parlait d'équilibre, j'allais demander à Tom Aubert comment est-ce qu'on tient en équilibre sur une planche. Est-ce qu'il y a des physionomies qui s'y prêtent plus? Est-ce que c'est plus facile sur une planche courte, longue, large? Par où faudrait-il commencer si je voulais me mettre à l'une ou l'autre discipline? De toute façon, il y a une multitude de différents types de planches qui existent. Voilà, dans le but de s'adapter à tous les morphotypes. Forcément, si on est petit, on a un centre de gravité qui est plus bas, donc on va être stable plus facilement que quelqu'un qui est grand. Mais voilà, il y a des planches plus larges, plus longues qui existent pour les gabarits un peu plus costauds. Mais donc voilà, on va dire que les petits gabarits ont tendance à se débrouiller plus rapidement, plus facilement dans les disciplines où il faut être très mobile et très agile. Donc celles où on fait des figures. Donc voilà, celles où on va faire des figures, celles où on va surfer des vagues. Par contre, les disciplines où il faut aller vite, et donc du coup, il faut mettre beaucoup de pression sur le foil pour pas qu'il sorte de l'eau. Là, c'est les gabarits un peu plus lourds qui vont se distinguer parce que forcément, naturellement, ils vont procurer plus de pression sur leur matériel et ça va leur permettre d'accélérer plus longtemps. Donc voilà, tous les gabarits arrivent à s'en sortir, à tirer leur épingle du jeu, mais faut savoir adapter son matériel à sa pratique. Et pour votre part, vous avez pratiqué les différentes disciplines, soit de vitesse, soit de figure. Ouais, c'est ça. Donc, par exemple, dans des mêmes conditions, quand je faisais de la course, par rapport à un gabarit qui fait 20 kg de plus que moi, il avait une voile plus grande, un foil plus gros. Mais finalement, parfois, on allait à la même vitesse parce que notre matériel était adapté au même niveau, quoi. Et si je voulais commencer le wing foil ou le stand-up paddle, il vaudrait mieux commencer par quelle discipline? Eh bien, plutôt le wing foil. Et là, du coup, vous auriez des planches qui sont plus larges, plus longues, avec plus de volume, donc plus stables à l'arrêt dans l'eau, qui vous permettraient de prendre vos marques plus facilement. Et après, des foils plus gros, donc avec des surfaces plus grandes, qui décolleraient plus tôt. Et ça vous permettrait d'apprendre facilement, si vous le vouliez. Donc, imaginons que je sois maintenant équipé du bon matériel. Il faut que je choisisse le plan d'eau où m'exercer. Et Gaël Perret, vous allez nous expliquer les différentes situations qu'on observe sur nos côtes, pourquoi et quel type de pratique on peut avoir sur l'un ou l'autre spot. Oui, donc les vagues, elles sont générées par le vent qui souffle à la surface de l'eau. Donc on va distinguer, nous, un peu différentes familles de vagues. Ce qu'on appelle la mer du vent, qui est la mer qui est générée par le vent qui souffle juste au-dessus. Donc en général, c'est des périodes un peu plus courtes, de 5-6 secondes, on va dire en moyenne. Et puis on va distinguer ça de la mer pleinement développée, donc qui est plutôt de la houle, qui est générée par des grosses dépressions en Atlantique Nord, par exemple, vers chez nous, et qui va se propager à la côte, indépendamment du vent qui lui souffle au-dessus. Donc elle a été générée par une grosse tempête, et ensuite elle va aller se propager à la côte, indépendamment de ce qui se passe au-dessus. Et là, c'est des périodes beaucoup plus longues. Donc si on regarde un exemple, alors là c'est un exemple de conditions que j'avais pris la semaine dernière. Donc là c'est une carte de tout le bassin atlantique, hein, c'est ça? Oui, alors on a l'Europe qui est à droite, le nord de l'Afrique, la Norvège, Suède, et puis les États-Unis à gauche. Donc les continents en nuances de gris beige. Exactement.
Je ne sais pas si le pointeur... voilà, là, donc là, on a l'Europe, on a le nord de l'Afrique et on a les États-Unis, enfin le Canada plutôt. Et donc là, on a le bassin Atlantique Nord. Ça, c'est la surface, c'est le vent qui souffle en surface. Et ça, c'est les hauteurs de vagues qui correspondent. Et là, on a les périodes qui correspondent. Donc en fait, là, si on regarde un petit peu, on a les zones où le vent souffle fort correspondent aux zones où l'amplitude est la plus importante et les zones où la période de vague vont être aussi plus importante. Donc on est ici sur le vert à du plutôt 11 secondes quand on est plutôt à du 6 secondes ailleurs. Et ce qu'on voit, c'est que les vagues sont les plus fortes, là où ça souffle le plus fort, Ouais. c'est ça l'idée. Hein. Là, donc en haut, c'est le vent. En haut, c'est le vent. Donc là où c'est le plus fort, c'est l'espèce de lentille orange jaune voilà. en plein milieu de l'Atlantique, qui correspond à la zone rouge en termes de hauteur de vague. C'est ça. Et ça joue sur la période. Ça joue sur la période, effectivement. La période est plus importante là où c'est vert que là où c'est mauve. Exactement. D'accord. Et ça, c'est ce qui va générer une houle puissante. Les grosses tempêtes, les gros coups de vent vont générer une houle plus importante, avec de plus grandes amplitudes et plus grandes périodes qui vont se propager à la côte. Donc si on reprend un petit peu l'exemple de la France, donc là c'est une carte des fonds marins. Et donc on voit qu'on a une profondeur ici plus importante d'eau que ce qu'on a ici ou en Manche. Et donc les vagues qui sont générées ici à l'Atlantique, elles vont se propager à la côte, se propager assez vite parce que la profondeur d'eau est grande, sans être tellement freinées. Et ce qui va nous amener à des conditions moyennes qui vont être différentes, par exemple, entre Hossegor et Le Havre. J'ai pris deux exemples, un Hossegor qui est plutôt un site de pratique du surf et Le Havre qui n'y est pas tellement. Donc on a dit que ça dépendait de la bathymétrie et on a dit que ça dépendait aussi des conditions de vagues. Donc si on regarde un peu plus précisément, au Havre, par exemple, on a une bathymétrie, c'est-à-dire une forme des fonds, qui est autour de 15 mètres, à proximité du Havre, entre 15 et 0. Et si on regarde une carte marine, alors un peu plus en détail, on va avoir une pente, j'ai estimé à l'ordre de 1% là, sur les fonds. 1%, c'est peu, c'est beaucoup? C'est peu, c'est peu. Et le maximum, c'est donc ce qu'on voit en vert, on est autour d'une quinzaine de mètres. Hein. En oui, vert à gauche. En orange-rouge, c'est vers 15 mètres, moins 15 mètres. Ouais. D'accord. Et donc ça, c'est plutôt peu. C'est plutôt peu profond. C'est peu. Et ça va avoir quel effet sur les vagues? Ça veut dire qu'on ne va pas vraiment avoir de déferlante de type tube de surf. D'accord. Parce que le fond étant remonté... le fond remonte peu et les conditions de vagues sont aussi relativement faibles. C'est-à-dire que là, ce graphe, il représente la période en fonction de l'amplitude. Donc ce qui arrive le plus souvent au Havre, on a des périodes qui sont autour de 4-5 secondes. Donc c'est petite période, petite longueur d'onde, un fond qui est assez plat, on ne va pas être dans des conditions où on va vraiment générer souvent des tubes de surf. Alors à l'inverse, c'est Hossegor. À l'inverse, c'est Hossegor. Donc là, on a des fonds qui remontent beaucoup plus rapidement. Donc on est le vert, c'est moins 40, et puis on remonte sur du 0 assez vite. On a des pentes, si on regarde les cartes marines, qui sont plutôt d'une estimation à la grosse de 9%. Et des conditions de mer qui vont être beaucoup plus importantes. Donc si on regarde pareil, donc c'est la période et la hauteur en moyenne annuelle. Donc c'est ce qui arrive le plus souvent. Et on est plutôt autour de 10 secondes. Parce que c'est les houles de l'Atlantique qui se propagent sans être freinées et qui se propagent sans obstacle en fait. Et donc des hauteurs de vagues beaucoup plus importantes et des périodes beaucoup plus importantes. Donc on va avoir beaucoup plus facilement la génération de vagues déferlantes plus propices à la pratique du surf. Alors autant c'est donc plus difficile de surfer, voire impossible de surfer au Havre, et on va plutôt trouver les surfeurs dans le sud-ouest. Est-ce que pour le stand-up paddle et le wingfoil, c'est la même contrainte, ou est-ce que vous vous pratiquez vos deux disciplines sur tout type de bassin? Alors justement, c'est ça aussi un des avantages du foil, c'est que du coup on peut exploiter des conditions qui sont un peu plus marginales, on va dire, en termes de puissance de houle, puissance de vague. Voilà, vu que pour le recomparer au surf à nouveau, vu qu'un surf ça a beaucoup de frottement, il a besoin d'une vague qui a beaucoup d'énergie pour le pousser, alors que voilà, le foil a moins de frottement, donc pour aller à une même vitesse, il va avoir besoin de moins d'énergie. Donc ce qu'on était en train d'illustrer juste avant, c'est que voilà, les vagues elles vont avoir tendance à avoir beaucoup moins d'énergie en Manche et au Havre.
Et donc du coup, voilà, on va pouvoir les exploiter plus facilement, ou en tout cas plus souvent dans notre cas, avec un foil qu'avec une planche de surf classique. Voilà, et à contrario, eh bien, si on veut aller faire du foil dans les Landes à Osgore, eh bien, ça peut s'avérer plus compliqué, parce que si la houle est très grosse, eh bien, elle est très très puissante, et du coup ça va trop vite pour ce qu'on fait, donc on a besoin d'avoir des petits foils. C'est une pratique qui est bien plus élitiste, on va dire, que ce qu'elle est chez nous. Et est-ce qu'elles permettent, ces vagues du sud-ouest, avec ces matériels-là, de faire peut-être plus de figures ou des figures différentes, ou est-ce que ça n'a pas tellement d'importance et qu'on peut faire toutes les figures possibles, même au Havre? On peut faire à peu près la même chose, mais voilà, la pratique va forcément évoluer parce que la taille des vagues va être plus grande, elle va être plus puissante, elle va se déplacer plus vite. Donc dans le surf en lui-même, ça reste la même chose, mais par contre, voilà, on l'approche un peu différemment, on va dire. Mais concrètement, ça reste la même chose. Avis aux amatrices et aux amateurs. Mesdames et messieurs, Tom Aubert et Gaël Perret, nos deux invités, vous pouvez les applaudir. Et si vous avez des questions à leur poser, tant sur la physique de ces deux activités qu'on vient de décrire que sur la pratique elle-même, eh bien n'hésitez pas, des micros sont à votre disposition pour poser vos questions à nos invités. N'hésitez pas à lever vos bras. Il y a une question au fond. Monsieur à ma droite. Nos invités vous écoutent. Oui, bonjour. Tout à l'heure, vous avez fait voir un graphique, l'angle d'incidence en fonction de... Enfin, c'est la portée en fonction de l'incidence. Cette courbe, elle passe par un maximum. Je veux savoir si cet angle, c'est une constante. Est-ce qu'on peut reprendre peut-être la courbe dont il s'agit? Revenir sur la présentation. Je ne sais pas si c'est possible. Il s'agissait de quel... graphique ou la première. Gaël, si vous voulez nous l'expliquer. Donc, en fait, ce maximum, il va dépendre des formes, quand même. Oui, alors j'ai du mal à revenir, mais... On va la retrouver. On y est presque. Il va dépendre des profils. On a des exemples... Ouais. On a des exemples ici, par exemple, avec un profil qui est symétrique sur ce cas-là, et puis dans le cas du foil, par exemple, on a des profils qui sont un peu différents, et cet angle maximum, donc c'est l'angle duquel on va avoir un décrochage, et une perte de portance, et ça dépend du profil, essentiellement. Et donc là, ce que montrait le graphique, je pense notamment aux lycéens qui sont parmi nous, on augmente l'angle d'incidence, c'est-à-dire l'inclinaison du foil, en quelque sorte. Voilà, et ce qu'on on va c'est augmenter la force de portance jusqu'à une certaine valeur ça dépend des formes, et qui vont, à partir de cette valeur maximale, en fait, on va avoir un décrochage et une perte de portance. Le décrochage, c'est ce qu'on voit dans les films catastrophes où l'avion part en piqué et se met à dégringoler. C'est un peu ça. D'accord. Ça n'arrive pas en wingfoil, le décrochage? Alors si, ça peut arriver si on va trop vite ou pas assez vite. Voilà, il y a deux types de décrochage. Mais justement, ça dépend de la taille du foil qu'on va utiliser, de l'incidence de l'aile avant et de sa forme. Là, du coup, comme on le voit ici sur ce profil-là, c'est un profil symétrique. Donc si on ne lui donne pas d'angle d'incidence, il ne décollera jamais. Par contre, à partir du moment où on va lui donner un angle d'incidence, je ne sais pas, de 2-3 degrés, là, il va décoller à une vitesse donnée. Et... donc voilà la deuxième solution pour faire décoller un profil, un foil, autre que donner un angle d'incidence, c'est que le profil justement ne soit pas symétrique. Donc là, si vous voulez venir le voir après, il n'y a pas de souci. Là, le profil est asymétrique et donc du coup, il a un angle d'incidence qui est proche de 0. Et par contre, il va quand même créer un effet de portance grâce à son profil asymétrique. Un phénomène de cambrure. Voilà. Monsieur, si vous voulez... nous vous écoutons. Je voulais revenir sur le sujet des vitesses max en planche à voile et en wingfoil. Parce qu'en wingfoil, au bout d'un moment, le foil, il y aura une trop grosse dépression, du coup ça va créer un phénomène qui va faire une surpression sur le foil, ce qui fait que la vitesse max en wingfoil, elle est forcément moins élevée qu'en windsurf. Alors, en fait, justement, ce qui va se passer à haute vitesse avec un foil, c'est que justement, il va créer trop de portance à un moment.
Donc cette portance, on est obligé de la contrer avec notre poids à nous, ou le poids du matériel. Donc c'est aussi pour ça qu'on va régler notre matériel de manière à aller vite, très très vite. Mais disons que une planche à voile, elle a d'autres phénomènes qui s'opposent à elle dans le but de dépasser une vitesse élevée. Et c'est deux problèmes différents. Mais là, au jour d'aujourd'hui, la planche à voile va encore plus vite qu'un wing foil ou un kite foil, si tu veux que je réponde à ta question. Parce que justement, ils n'ont pas encore réussi à trouver ce réglage, cette petite marge de réglage qui permet d'atteindre des vitesses au-delà de 50 nœuds, parce qu'aujourd'hui en planche à voile ils vont à plus de 50 nœuds. En tout cas, ils ont été à plus de 50 nœuds. 100 km/h. Qui est, c'est 99 km/h exactement le record du monde. Et donc, avec un foil, ils n'ont pas encore réussi à trouver le bon foil et le bon réglage pour atteindre cette vitesse. Mais ça arrivera sûrement un jour. C'est moi qui suis peut-être confus, on va plus vite encore avec la planche à voile, même si on ne décolle pas. Voilà, c'est ça. Parce que on est à des vitesses très importantes et les foils, en tout cas en wing foil, planche à voile sur foil, parce qu'il y a aussi des planches à voile sur foil, n'ont pas encore atteint ce niveau de performance pour les dépasser. Par contre, à la voile, il y a des navires à voile qui vont à plus de 50 nœuds parce que ils ont plus d'expérience, plus de développement à ce niveau-là et ils ont déjà trouvé les meilleurs réglages. Gaëlle Perret, peut-être en complément, en tant que physicienne, est-ce que c'est juste une question d'expérience finalement, ou est-ce qu'il y a des phénomènes physiques qui font que c'est plus difficile avec une planche à voile? Je pense que c'est la propulsion sur la voile qui permet d'aller à cette vitesse-là, qui peut il y a aussi avec une propulsion manuelle. Oui, il y a aussi des facteurs qui vont perturber. En planche à voile, ils ont des gréements qui sont rigides avec un mât rigide en carbone. En wing foil ou en kitesurf, c'est encore des structures qui sont gonflables. Donc forcément moins rigide. Donc arrivé à une certaine vitesse, il va y avoir une telle pression dans une wing ou un kite que ça peut se déformer et faire chuter le pratiquant. Alors qu'en planche à voile, les gréements sont plus optimisés, plus rigides. Et pour l'instant, ils vont plus vite aussi grâce à ça, parce qu'il y a moins de perturbations extérieures. Il n'y a pas que le foil qui rentre en jeu, il y a la planche, le bonhomme qui est dessus et qui pratique forcément, et il y a aussi le gréement qui va avec. En fait, il va y avoir un équilibre entre la force qui permet de propulser le navigant et la force de résistance, en fait. Donc en planche, j'imagine que c'est plus important. Ouais. Et est-ce qu'on a une idée des vitesses qu'on pourrait atteindre avec une planche à voile qui serait montée sur foil? On est déjà à 100 km/h. Alors aujourd'hui, non, ils n'ont pas atteint je crois qu'ils ont dépassé les 40 nœuds en planche à voile sur foil, mais dans un vent très très fort, les planches à voile classiques, elles vont toujours plus vite que les planches à voile sur foil. Voilà, peut-être que ça change. Mais moins vite que sur le wing foil. Mais non, les wing foil vont aussi moins vite qu'une planche à voile classique dans du vent très très fort. Par contre, dans du vent léger, là c'est le contraire. Parce que dans du vent léger, on a moins de frottement et c'est plus optimisé à ce niveau-là. Y a-t-il d'autres questions? Oui, monsieur. En planche à voile, on a des phénomènes de cavitation avec la dérive arrière. Est-ce qu'en wing foil, vous avez des phénomènes de cavitation avec l'aile? Ouais, cavitation, déjà peut-être définir ce que c'est, peut-être Gaëlle Perret, pour les plus jeunes du public. C'est une dépression qui est telle que l'eau devient gazeuse. C'est les bulles en arrière de... Ouais. Oui, c'est ça, c'est des bulles qui se forment dans le sillage, qui en général, je pense, vont faire baisser les performances. Et c'est lié à une très forte dépression. Et du coup, l'effet sur la pratique. Quand l'effet de cavitation va... Donc la réponse est oui, ça arrive aussi avec les foils. Et donc du coup, quand on va y avoir un effet de cavitation, et du coup, ça fait une bulle d'air qui annule l'effet de portance, et donc du coup là le foil tombe, et donc c'est aussi un des facteurs qui fait qu'aujourd'hui à des vitesses très très élevées, les foils n'ont pas encore réussi à dépasser les 100 km/h ou les 50 nœuds. C'est parce que justement il y a cet effet qui s'oppose un petit peu à la performance de très haut niveau, et donc du coup il y a des ponçages spéciaux, des matériaux qui sont utilisés le plus rigide possible pour pallier à ce problème de cavitation. Mais ça n'a pas encore été... Au départ, le phénomène de cavitation sur le foil, c'est sur le mât ou alors c'est sur l'avion? Alors généralement, c'est sur les bords de fuite. Donc on va retrouver des bords de fuite sur le mât. Bord de fuite, c'est... Donc le bord de fuite, c'est le côté de l'aile ou du mât, si vous voulez, arrière en fait. Et donc c'est le plus fin. Et c'est généralement ici que le phénomène de cavitation va apparaître.
voilà, au niveau de l'écoulement. Et donc, il peut avoir lieu sur le mât Donc, ou ici, sur l'aile arrière, généralement. Très peu sur l'aile avant, en tout cas sur ce qu'on a pu expérimenter jusque-là en wingfoil. Le phénomène de cavitation avait arrivé sur les surfaces où il y avait énormément d'appui, où il y avait le plus de pression. Donc voilà, généralement, parfois c'est le mât, parce que le mât aussi est très contraint lors de notre pratique, quand on va vite. Donc voilà, généralement c'est le mât ou au niveau du stabilisateur qu'il y a de la cavitation. Il y a une question quelque part. Alors, oui, bonjour, bonjour à tous. monsieur. Est-ce qu'il y a des pays ou des villes qui ont eu l'idée de modifier artificiellement leur fond marin pour créer des vagues, pour créer des spots de surf? Et question subsidiaire, est-ce que ce serait envisageable au Havre de créer un spot de surf? Gaël Perret. Alors, je ne sais pas s'il en a été question au Havre, mais ça existe. C'est des récifs artificiels, on appelle ça des récifs artificiels, oui. Donc, on va surélever la hauteur d'eau à un endroit donné localisé, ce qui fait que la vague, elle se focalise, donc elle se concentre. En fait, là, on diminue la hauteur d'eau, donc on va venir augmenter l'amplitude, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, comme l'avantage de ça, c'est qu'on peut le localiser à un endroit précis. Donc on a des vagues, effectivement. Alors après, il y a aussi des pratiques, des piscines à surf, où on crée des vagues artificielles pour la pratique. En rivière aussi, on a des constructions qui sont faites pour reproduire une vague de surf et pouvoir pratiquer. Ouais. Après, est-ce que c'est souhaitable? Évidemment, c'est une autre question. Oui. Il y a une question, jeune homme, nous vous écoutons. Donc, tout à l'heure, vous avez expliqué que le coefficient de portance il dépendait de la vitesse. Oui. Mais est-ce que l'angle d'incidence a aussi un impact? Oui, tout à fait. Si on peut reprendre la formule, peut-être. Voilà. Donc, cette force de portance, ça dépend de la vitesse au carré. Et elle dépend d'un coefficient qui augmente avec l'angle d'incidence jusqu'au maximum. Donc ça dépendait de si on incline le profil, on va augmenter la force de portance. Je pense que c'est ce que fait le pratiquant quand il appuie un peu sur la planche arrière. Il va donner une incidence au foil, ce qui permet d'augmenter la portance, de lever un peu la planche. On a encore le temps pour une question. Si vous avez des questions à poser, monsieur à ma droite, là-bas. Ou attendez, il y avait une question peut-être avant. On va prendre donc 2 questions. Je n'ai pas vu qui d'autre au milieu souhaitait le micro. 2 questions, 2 réponses brèves. Bonjour, justement je pense que c'est lié à votre dernière réponse, ça s'adresse plutôt à monsieur Aubert. Je voudrais savoir comment se passe physiquement le moment, en surf on appelle ça le take-off, le moment où vous passez du flotteur sur l'eau au moment où on passe en propulsion foil en fait. Donc vous jouez uniquement sur l'incidence par exemple avec des pompages... C'est ça, alors on va l'appeler le take-off aussi également dans notre pratique. Et alors pour donner un exemple concret, par exemple si on prend le cas du stand-up paddle ou du surf foil, parce qu'on fait aussi du surf avec un foil, ça s'appelle un take-off. Et en fait justement ça va être la phase dans laquelle on passe de la propulsion avec une pagaie par exemple, ou avec nos bras, ou avec une voile, à une propulsion avec les jambes, où du coup là on va commencer à utiliser ces techniques du pumping, donc voilà, à créer des oscillations avec le foil pour faire accélérer la vitesse, ou en tout cas entretenir la vitesse qu'on a justement atteint avec la rame, avec la vague, tout ça, lors du take-off, avant le take-off. Voilà, là à ce moment-là on va moduler l'incidence, donc au moment où on sent qu'on a atteint cette vitesse pour obtenir une portance suffisante, on va justement un petit peu appuyer sur le pied arrière, donc voilà, pour faire lever le nez de la planche. Et donc là, le foil il va sortir de l'eau. Et à ce moment-là, on passe dans la phase de pumping. Alors, j'ai juste besoin de savoir combien de questions il y a encore à prendre. Est-ce que les personnes qui souhaitent poser une question peuvent lever le bras, que je les identifie bien? Une personne là, donc encore une question, c'est bien ça? Donc on a le temps pour une question courte et une réponse courte. Madame. Oui, alors moi c'était aussi sur le pumping, donc vous y avez un peu répondu. Je voulais recaler sur le phénomène physique, où on voit effectivement les gens qui jouent sur l'incidence pour accélérer, donc si on peut recaler sur les notions physiques. Et il y avait sur la portance qui est proportionnelle à la vitesse au carré, donc si on imagine qu'on va très très loin dans la vitesse,
Est-ce qu'il y a un seuil limite et qu'est-ce qui le limite pour faire sortir le foil finalement? Et donc on perdrait j'imagine, la poussée d'Archimède, enfin tout ça, et ça casserait le mouvement. Mais quelle est cette limite, quoi? Gaël Perret. Oui, alors pour le phénomène de pumping, alors moi je ne connais pas les gestes techniques, mais il me semble que quand on appuie sur l'arrière, donc on a dit qu'on allait plutôt augmenter, on va mettre une incidence et donc augmenter la portance. Se remettre vers l'avant, ça va permettre de stabiliser. Appuyer un peu plus vers l'avant, ça va redonner de la vitesse, parce qu'on a une composante en fait qui va être dans la direction de la planche. Donc on va redonner de la vitesse et ainsi de suite. Mais redonner de la vitesse, mais vers le bas, donc pour ne pas re-rentrer dans l'eau, il faut appuyer sur l'arrière et maintenir ce mouvement. La deuxième partie de la question, c'est... Oui, et du coup, la portance, ça va être un équilibre entre cette force de portance qui fait lever le surfeur et puis le poids du surfeur qui va contrebalancer. Si la force de portance est trop importante, j'imagine que ça continue à lever. Puis après, c'est les phénomènes dont on a parlé tout à l'heure, de cavitation et de choses qui vont limiter, si on va trop vite, qui vont limiter l'efficacité du foil. Donc on ne peut pas accélérer à l'infini et s'envoler voilà, complètement. Il y a des phénomènes qui viennent finalement contrer. Ouais. Voilà, c'est ça. Tom Aubert, pour conclure. Finalement, c'est que cette formule, elle tend pas à l'infini, en ce moment en tout cas. C'est que voilà, il y a deux phénomènes qui viennent l'arrêter. C'est que si la portance elle devient trop importante, et nous, techniquement, on ne peut plus la contrer, donc le foil il va sortir. Ou alors, il y a le phénomène de cavitation qui est arrivé entre deux, et une fois de plus, on est dans l'eau, on est tombé dans l'eau, quoi. Donc voilà, pour l'instant, cette formule, elle a une limite dans la pratique. Et pour la suite, je vous invite à expérimenter ce type de matériel à la plage. Il y a de quoi faire. Tom Aubert, Gaël Perret, merci beaucoup pour cette intervention. Vous pouvez effectivement les applaudir.